Là, je vous ai mis en petit message là, un podcast qui m'a donné bien envie enfin, qui m'a motivé à faire ce live là sur les haies plus rapidement que prévu. Au départ, je voulais faire un petit live sur les impacts du réchauffement climatique sur ma profession. Ah, je n'entends rien. Alors attends. Je sais pas si on entend le son. Si les autres entendent, il n'y a pas de raison qu'ils n'entendent pas. Attends. Si les autres entendent, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Ok. Du coup, ouais, donc je disais, je vous ai mis en commentaire là, n'hésitez pas à l'écouter après dans les jours qui viennent, là, si vous avez le temps. Le podcast le grand membrement, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc c'était paru sur France Inter, c'est Inès Léraud qui l'a fait. Enfin, je l'ai mis à l'orthographie d'ailleurs. Du coup voilà, ça m'a vraiment ému quand je l'ai écouté. Et c'est vraiment un podcast que je vous conseille vivement. Il est assez incroyable au niveau témoignage de ce qui s'est passé à l'époque dans les campagnes. Et donc comme je disais tout à l'heure, oui c'est vraiment quelque chose qui m'a donné envie de le faire plus rapidement que prévu, ce live sur les haies. Et voilà, je parlais là je suis en train de voir pour écrire un article en ce moment là sur les impacts du réchauffement climatique là sur la profession agricole, profession paysanne bio là en ce moment, et pas que d'ailleurs, il n'y a pas que sur ça, mais du coup peut-être que je ferai un live aussi d'ici peu sur ces questions là. Mais voilà, là du coup je suis en train d'écrire un article plutôt à ce propos. Et donc ça va être le prochain live, ça sera sur ça. Et les impacts dévastateurs là de la sécheresse canicule l'année dernière. Voilà, donc là, dans les 19h05, je pense qu'on va commencer, même s'il n'y a pas vraiment pour l'instant, mais on va peut-être commencer du coup ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Désolé, c'est mon troisième live et pourtant je suis pas encore hyper à l'aise avec ce format, mais ça va venir au fur et à mesure du live comme la dernière fois. Je suis plus à l'aise devant un groupe de 20 personnes limite que sur la ferme qu'à faire un live. Mais voilà, c'est un format particulier aussi. Du coup, en fait là ouais, donc vraiment enfin là le but vraiment d'aujourd'hui du live, c'est un peu de vous transmettre quelques notions clés sur la situation du bocage en fait en France. Donc le bocage dont on parle, donc c'est le maillage de haies en fait qui a malheureusement énormément disparu en France depuis les années 50. Pour vous dire, aujourd'hui, donc on a à peu près 750 000 km de haies en France sur 80% du territoire. Donc il y a 20% du territoire où il n'y a même aucune haie. Et dans la majeure partie du territoire qui reste, en fait, il y a quasiment plus de vrai maillage bocagé, c'est-à-dire de vrais parcellaires entourés de belles haies. Voilà, en fait, on a vraiment l'ouest de la France, principalement, ou on peut le nord-ouest, surtout, où on peut trouver encore du beau bocage. Mais il faut savoir quand même qu'on a perdu depuis 1950 70% des haies qui ont disparu, donc du coup ça équivaut, alors le chiffre est assez incroyable, mais on a du mal à s'imaginer, mais on a perdu 1,4 million de kilomètres de linéaire de haies en France depuis 1950. Je crois que j'avais vu un chiffre circuler là-dessus, c'est l'équivalent d'un grand département français en boisement. Donc les conséquences ont été assez désastreuses, on va en parler après. Mais du coup, ce parcellaire de haies, enfin ce maillage bocagé énorme, c'est du chou-pitre, a disparu en fait pour trois raisons principales après les années 50. Donc il fallait moderniser l'agriculture, c'était le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. Il fallait que voilà, l'Europe et notamment la France rentrent dans le capitalisme moderne. Et en fait, l'agriculture telle qu'elle était paysanne en France, où il y avait 6 millions d'agriculteurs, d'agricultrices, donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il fallait vraiment la faire disparaître au plus vite, parce qu'en fait, elle freinait le développement du capitalisme moderne. Le socle du capitalisme moderne, c'est du coup la disparition de l'agriculture paysanne, de l'autonomie paysanne, et le colonialisme. C'est les deux principaux socles qui ont permis l'essor du capitalisme moderne. Avec du coup, ça a permis de libérer des travailleurs en fait. Donc le fait d'augmenter les rendements agricoles par hectare, par agriculteur, par personne, a permis en fait de libérer la manœuvre pour les secteurs secondaires et tertiaires, et aussi de pouvoir aussi baisser les coûts
baisser les prix du coup de l'alimentation, de pouvoir produire des grosses quantités à pas cher, pour aussi permettre aux gens de consommer autre chose que l'alimentation, enfin de pouvoir consommer d'autres objets, de pouvoir libérer du pouvoir d'achat pour notre consommation. Et du coup, pour ça, il fallait, pour pouvoir permettre ce développement du coup de l'économie moderne, il fallait du coup une agriculture justement productive par travailleur. Donc, un des grands obstacles de cela, ça a été le bocage, le parcellaire bocager. Donc, il faut savoir qu'autrefois, on pouvait trouver des petites parcelles qui faisaient des fois seulement 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, qui étaient entourées de haies. Là, je prends l'extrême, mais c'était pour vous dire que autrefois, un tracteur, on pouvait pas imaginer faire. Même un tracteur, c'était compliqué des fois dans certaines parcellaires de imaginer des travaux faits par des tracteurs. Et alors salut à ceux qui m'ont rejoint là, Tristan et Adélaïde. Mais du coup, faut imaginer que voilà, c'était très compliqué pour pouvoir optimiser les rendements. Il fallait vraiment pouvoir sur des grands parcellaires, pouvoir qu'un tracteur puisse passer très rapidement. On faisait des économies d'échelle du coup derrière. Et il fallait aussi regrouper le parcellaire parce que en fait, les paysans souvent avaient une petite parcelle par-ci, une petite parcelle à 500 mètres plus loin, une autre parcelle à 1 kilomètre plus loin. Et du coup, c'était compliqué aussi pour optimiser les déplacements, les manœuvres des machines, etc., etc. Donc, on a organisé ce qu'on appelle le remembrement. Le remembrement, du coup, pour regrouper le parcellaire et aussi, donc, regroupement du parcellaire, derrière aussi pour optimiser aussi, du coup, la productivité aussi dans les parcelles. Donc, il fallait aussi arracher les haies. Donc à cette époque-là, on pouvait observer des bûchers énormes d'arbres multicentenaires, de têtards multicentenaires, qu'on arrosait à l'essence ou à l'huile, et qu'on faisait cramer en plein milieu des champs. C'était assez fréquent d'observer ça. Donc comme je vous rappelle, on a perdu 1,4 million de kilomètres linéaires de haies en France depuis les années 50. Voilà, l'équivalent d'un grand département boisé. Donc c'est énorme, l'impact a été dévastateur sur les campagnes, psychologique aussi, un impact psychologique dévastateur pour pas mal de gens. Il y a eu des gros affrontements, mais je vous laisse écouter le podcast le Grand Remembrement, justement d'Inès Leroux sur France Inter, qui en parle très très bien. Là, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour vous parler du fait que, ouais, super podcast d'ailleurs, clairement, poignant et vraiment bouleversant. Et du coup, pour vous parler en fait du fait que ce remembrement en fait continue toujours. Aujourd'hui, on arrache toujours plus de haies qu'on en plante. Parce que depuis les années 80, en fait, 90, il y a eu une prise de conscience, alors d'une partie du milieu paysan et aussi d'un peu des institutions qui avaient aidé avant financièrement au remembrement, de se dire ah oui en fait les haies c'était quand même utile pour pas mal de choses en fait. Et on a été un peu bête là, on en a arraché pas mal et là on se mord les doigts. Et en fait là c'est donc depuis les années 80-90 des programmes de financement ont été mis en place pour replanter des haies. Mais malgré ça, malgré des législations qui commencent à se mettre en place, des aides PAC, on va en parler tout à l'heure, mais disons aides PAC qui se mettent en place pour préserver les haies, malgré cela, en fait, on continue à arracher toujours plus de haies en France. Voilà, qu'on en plante chaque année. Et j'en parlais aussi, quand on arrache une haie, on arrache souvent des haies donc centenaires, multicentenaires, et il faudra attendre 100 à 150 ans, 200 ans, 300 ans pour avoir le rôle écologique, climatique, d'apport de matière organique, de régulation des inondations, d'infiltration des eaux dans les nappes, etc., que remplissent les haies multicentenaires. Et que ne remplaceront pas avant du coup 100 à 200 ans les haies nouvellement plantées. Donc en fait, on peut pas, il n'y a pas d'équivalence entre une haie nouvellement plantée et une haie ancienne en fait. Donc même si on se disait qu'on arrivait à un équilibre entre haies arrachées et haies nouvellement plantées, même ça serait une catastrophe en fait. Même si on en plantait même plus qu'on en arrachait, ça serait une catastrophe quand même. Donc en fait, il faudrait carrément en fait arrêter tout nouvel arrachage de haies, et on va en parler après. Donc pourquoi ? Mais il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler, c'est qu'en dehors de l'arrachage des haies, qui continue toujours en France, hein, malgré les législations qui peuvent exister et autres, parce qu'en fait, même s'il y a des fois des PLU qui classent les haies, donc des PLU, plan local d'urbanisme qui classe des haies, même s'il y a des réglementations au niveau de la PAC, etc., qui normalement font qu'on doit garder certaines haies, ou en tout cas compenser normalement justement par la plantation de haies quand on en arrache une. En fait, la plupart des agriculteurs, quand ils arrachent les haies, ils ont aucune contravention, quasiment aucun risque de se faire pincer les doigts. Donc en fait, ça continue, quoi. Il n'y a pas de problème pour eux, quoi. Et il y a aussi un autre truc bien plus vicieux, donc je voulais vous parler justement de ce podcast qu'on va détailler un petit peu plus tout à l'heure, mais qui malheureusement, il n'y a pas d'études vraiment en fait là-dessus, mais je pense que ça équivaut
autant, voire plus, à la disparition des haies que l'arrachage des haies, c'est l'entretien des haies, en fait, qui, en fait, les fait disparaître inexorablement, de manière plus vicieuse, parce que, en fait, de manière moins visible, parce que ça se fait sur des années, ça se fait sur plusieurs années, mais vous allez pouvoir l'observer, peut-être que autour de chez vous, en fait, repérer un petit peu les haies autour de chez vous, les déplacements quotidiens que vous faites, je sais pas, pour aller au travail ou autre, et faites-le sur plusieurs années, et notamment sur les haies qui font déjà seulement 1 mètre d'épaisseur, voire 50 cm d'épaisseur, et vous allez observer leur disparition continuelle, en fait, qui va se faire sur plusieurs années. Donc c'est moins spectaculaire qu'un arrachage, c'est moins visible, mais en fait ça fait disparaître en fait les haies, inexorablement. Et donc on va en parler un petit peu plus en détail dans le live, justement, de comment ça peut se passer. Et, donc l'idée là de ce live, c'est un peu de vous reparler vite fait, donc rapidement, des rôles vitaux des haies, notamment des haies multicentenaires, ou des centenaires, voire multicentenaires, qui sont irremplaçables par des haies nouvellement plantées, même si bien sûr faut en planter un paquet de haies pour remplacer tout ce qui était arraché, mais il faudrait arrêter surtout d'arracher les haies et de mal les entretenir. Et on va parler aussi de comment ça se passe pour comment peuvent disparaître des haies aussi par leur entretien par les paysans ou par les services techniques d'entretien des voiries. Comment ça se passe en ce moment, en fait, comment ça se fait qu'elles disparaissent aussi par ça, et de comment on peut faire, du coup, en tant qu'habitant du territoire, pour les préserver. Voilà, quels sont nos moyens, comment on peut faire pour essayer, en tout cas, le plus possible, d'empêcher cette destruction des haies par leur arrachage ou par leur entretien. Parce qu'en fait, c'est la question des haies qui nous concerne toutes et tous, même si on n'est pas agriculteur, même si on n'habite pas en campagne. En fait, elle est vitale pour notre avenir commun, sur plein de niveaux, sur plein d'enjeux, et aussi pour l'avenir du vivant. Voilà, je vais en parler en détail là, justement. Voilà. Attends, je vais regarder un petit peu là après, pas limite, je le fais maintenant, ton commentaire d'Élaïde. Donc j'ai un ami ornitho qui me parlait de ça, rien que pour les chauves-souris, oiseaux, etc. Archi important pour la faune, oui. Justement, on va en parler de ça, justement, là. Donc sur leurs rôles vitaux. Donc je fais un détail, je vais essayer d'être assez rapide sur les rôles vitaux, parce qu'il y a de quoi en dire sur les haies, sur leur rôle. Donc là, j'ai fait une grosse prise de notes là-dessus pour essayer de résumer. Même en essayant de résumer, j'ai fait un pavé. J'ai pas pu m'en empêcher. Donc en fait, déjà, là, on parle beaucoup en ce moment de la sécheresse. Je vais en parler un petit peu après, du gros problème qu'on a aujourd'hui là. Mais ça nous arrive aussi, et vous allez voir que c'est un peu en lien, d'avoir des gros problèmes aussi d'inondation. Et on va en avoir de plus en plus, d'ailleurs, c'est prouvé par les études du GIEC, qu'on va avoir de plus en plus des extrêmes climatiques, notamment des inondations subites de plus en plus fortes, enfin des pluies importantes sur une courte période, qui vont poser des gros problèmes. En termes d'érosion des sols, en termes de dégâts, et en termes aussi de catastrophes humaines aussi. Voilà, donc ça va être des gros enjeux, de plus en plus forts. On l'a pu le voir il y a 2 ans maintenant, si je me trompe pas, dans le sud-est de la France. On s'en souvient, des images assez impressionnantes et malheureusement tragiques de ce qui s'est passé. Et ça va être de plus en plus des épisodes comme ça, on va en connaître de plus en plus. Et à la fois aussi de méga sécheresse aussi, les deux opposés. Donc, sur la régulation des inondations, il y a quelque chose de très important qu'il faut voir, c'est qu'un arbre ancien, et donc les haies, qui sont composées d'arbres anciens, d'arbustes anciens, ont des racines qui peuvent aller très loin, en fait, dans les roches, alors qu'elles sont perméables, hein, les roches, et donc, du coup, qui vont pouvoir permettre, l'eau, en fait, va suivre les racines, en fait. Donc, déjà, rien que par ce fait d'avoir des racines assez importantes, qui vont aller assez loin dans le sol, elles vont pouvoir permettre d'infiltrer, en fait, l'eau, de pouvoir permettre qu'au lieu de dévaler les pentes, et de se retrouver après dans les rivières et fleuves et de tout dévaster, il y a une bonne partie de l'eau qui va pouvoir s'infiltrer du coup assez vite en fait en profondeur. Il y a ça, il y a aussi le fait que quand on fait des haies sur talus qui suivent la courbe de niveau, qui cassent la pente en fait, qui sont situées en parallèle de la pente, du niveau de la pente, en fait elles vont permettre aussi du coup de stopper l'avancée de l'eau. Parce qu'en fait l'eau, en fait, quand elle dévale une pente, même une très faible pente, hein, moins elle a d'obstacles, plus elle va s'accélérer, plus elle va prendre de l'accélération, donc plus elle aura un effet important d'érosion, mais plus aussi elle aura du mal à s'infiltrer. Donc moins on aura d'infiltration de l'eau, et donc plus il y aura d'eau qui arrivera après dans les fleuves et les rivières. Et donc là, le fait d'avoir des haies sur talus qui vont casser cet effet en fait, de dévalement de la pente de l'eau, vont permettre aussi d'empêcher cet effet d'accélération de l'eau, et du coup de permettre à l'eau de s'infiltrer. Donc du coup d'avoir moins de problèmes d'inondation.
Donc c'est très important d'avoir aussi à ce niveau-là ce qu'on appelle des ripisylves. Donc les ripisylves, c'est des haies en fait de bord de cours d'eau, on va dire. Donc c'est de la végétation qui est liée au bord de cours d'eau. Ripisylve, donc sylve la forêt et ripi la berge. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup qui ont disparu, des ripisylves aussi, ou des haies qui coupent les courbes de niveau, qui empêchent l'eau de dévaler des pentes. Donc ça, c'est un enjeu très fort à ce niveau-là, et ça permettrait déjà de réguler pas mal l'inondation. Les ripisylves aussi, il faut savoir, c'est qu'elles ont un rôle de régulation des crues aussi, donc les haies de bord de cours d'eau. Les arbres et arbustes, en fait, vont étaler la crue, d'amont en aval, en fait. Vont éviter que toute la crue arrive d'un seul coup, subite, en fait, en aval donc des fleuves et des rivières. Ça étale plus les crues, en fait. Donc bien sûr qu'il y aura un peu plus d'impact de la crue en amont, mais ça au moins ça permet de l'étaler et de ne pas avoir l'impact que sur l'aval, et qui dans ce cas-là qui sera très dévastateur, très violent. Donc c'est vraiment important à ce niveau-là, et au niveau de l'érosion aussi, parce qu'il faut savoir, je sais pas si vous savez que il faut 200 à 500 ans pour créer 1 cm de sol. Et en fait, là, aujourd'hui, avec l'agriculture intensive, le fait qu'on mette plus de matière organique dans les sols, le fait que on met des engrais chimiques à la place de matière organique, le fait qu'il n'y a plus d'arbres et d'arbustes pour apporter de la matière organique, etc., pour retenir les sols, on perd des fois en une seule pluie. On peut perdre jusqu'à 5 à 10 cm de sol. On a pu observer ça ces dernières années dans certaines régions, des pluies d'orages violentes, des pluies intenses, qui ont pu faire disparaître d'un seul coup 5-10 cm de sol. C'est-à-dire plusieurs milliers d'années de création de sol disparues en une pluie seulement. Donc, et qui après partent du coup dans les fleuves et rivières. D'ailleurs, l'envasement des estuaires d'ailleurs est plus important ces dernières années qu'autrefois, parce que justement, l'envasement des estuaires, c'est en fait la terre arable qui disparaît dans les fleuves et les rivières. Et donc, au moins, les haies aussi permettent de freiner en partie l'érosion aussi des sols. Donc il faudrait aussi stopper l'agriculture industrielle, clairement. Mais les haies ont ce rôle aussi anti-érosif aussi important, et de filtration aussi des polluants aussi. Voilà, en même temps, au passage. Empêche aussi qu'une partie des polluants, en tout cas, aille directement dans les rivières et les fleuves. Et il y a aussi, du coup, un rôle important, c'est que s'ils régulent les inondations, donc par leur racine importante, par le fait qu'ils stoppent le fait que l'eau dévale trop rapidement les pentes, il y a aussi un facteur important, corrélé, c'est que du coup, ils vont aussi permettre l'infiltration des eaux dans les nappes de meilleure manière. Et donc, du coup, une plus grande capacité à ce que les nappes phréatiques puissent, après l'été, fournir de l'eau, puisqu'elles seront mieux remplies grâce au fait qu'on aura un bocage suffisamment bien maillé, et qui stoppe suffisamment l'eau de pluie pour pas qu'elle dévale trop rapidement les pentes. Et qu'elle s'infiltre bien aussi en profondeur très rapidement, au lieu de dévaler le sol, et d'aller dans les fleuves et rivières. Donc il y a aussi un rôle important, majeur, d'apport en eau dans les nappes, pour avoir suffisamment d'eau l'été. Et on a bien vu l'année dernière, et on le voit encore aujourd'hui, on voit qu'il y a des communes dans le sud de la France là, qui sont déjà en train d'être alimentées par des camions-citernes, on est au mois de mars. On voit bien le rôle important que peut avoir l'arbre aussi à ce niveau-là, d'infiltrer les eaux dans les nappes. Pour avoir du coup encore de l'eau un petit peu, heureusement. L'été, même s'il faut pas se leurrer, encore une fois, si l'agriculture industrielle continue à pomper de plus en plus d'eau chaque année pour l'irrigation du maïs, pour l'élevage intensif, les arbres en arbre à planter plus, ça posera encore un problème. Donc c'est l'agriculture intensive, encore une fois, qui est en grande partie responsable de ça. Mais bon, encore en tout cas, les arbres ont un gros problème, un gros rôle à jouer. Le fait aussi que les arbres produisent de la matière organique, il n'y a pas mieux pour produire de la matière organique que les arbres, au mètre carré. La biomasse produite, elle est énorme. Ils font remonter aussi les éléments minéraux qui sont en profondeur. Donc derrière, qui dit matière organique dans les sols, plus il y a matière organique dans les sols, plus il y a rétention de l'eau. Il faut bien prendre en compte que l'humus, c'est comme une éponge, en fait. Vous prenez une éponge, vous voyez bien un peu le contenu en eau que ça peut contenir une éponge, c'est vraiment ça, l'humus. Ça peut retenir de 10 à 15 fois son poids en eau, une particule humus. Et donc du coup, plus il y aura de matière organique dans les sols, grâce du coup notamment aux arbres et arbustes, des haies ou d'agroforesterie intraparcellaire, plus du coup aussi les sols pourront faire effet d'éponge et empêcher du coup aussi une résilience meilleure aussi à la sécheresse pour les agriculteurs, hein. Et en même temps aussi du coup de l'eau qui partira pas dans les fleuves et rivières, et donc du coup derrière qui sera retenue par les sols et qui s'infiltrera après tout doucement dans les nappes. Donc vous voyez un peu tous les enjeux autour du fait des arbres, rien que sur ces aspects-là déjà. Donc c'est déjà énorme. J'essaie d'aller au plus simple, parce qu'il y a plein d'autres trucs que je pourrais vous dire sur ces questions-là, mais alors on va passer à la question de la biodiversité. Donc il faut savoir que c'est aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu de forêts naturelles en France.
Et les forêts anciennes, considérées comme anciennes, c'est-à-dire qu'on n'ont pas été exploitées par l'homme, par l'être humain depuis 150 ans, 200 ans, qui ont des cycles qui se rapprochent des forêts primaires, au niveau des fonctions écologiques qui se rapprochent des forêts primaires. Il y en a environ une estimation qui sera 6 000-8 000 hectares seulement en France. Donc c'est l'équivalent de 2 communes, de forêts vraiment véritablement anciennes. C'est rien du tout. On est un des pires pays européens à ce niveau-là, au niveau des forêts anciennes. Après, des forêts gérées par l'ONF, il y en a quand même des forêts assez chouettes qui se rapprochent quand même de forêts naturelles, avec des arbres centenaires, multicentenaires. Donc quand même si elles sont exploitées pour leur bois, mais elles sont exploitées pour leur bois de manière assez peu intensive. Donc il y a quand même quelques forêts comme ça, mais il y en a très peu finalement. Et donc les haies, par contre, beaucoup de bocage, qui lui par contre est très ancien. Donc de par le fait qu'il y a du coup des arbres multicentenaires, centenaires, c'est un rôle écologique fondamental, de par ce qu'on appelle les niches écologiques. Donc les niches écologiques, je ne sais pas si tout le monde sait, c'est ce qu'il faut pour une espèce pour qu'elle puisse s'alimenter et se reproduire et nicher, enfin avoir un habitat en fait, son habitat. Donc chaque espèce a sa niche écologique. Et en fait, un arbre jeune, vous aurez quasiment aucune niche écologique dessus. Des arbres anciens, vous aurez une multitude de niches écologiques dessus. Vous aurez le fait qu'il y a du lierre, donc qui abrite plein d'auxiliaires, plein d'insectes qui vont s'abriter ou trouver la nourriture au niveau du lierre. Vous aurez le plissement des troncs. Aussi les troncs plissent de plus en plus au fur et à mesure de l'âge, qui font des micro-cavités pour nourrir plein d'insectes et pour faire un refuge pour des auxiliaires, pour des coccinelles par exemple. Les arbres aussi vont être creusés par des pics qui vont chercher de la nourriture mais aussi faire leur nid quand ils sont anciens. Donc après ça va permettre aussi de faire des cavités pour des chouettes, pour des abeilles sauvages, pour pour plein d'espèces différentes. Pareil aussi les oiseaux, il y a les oiseaux aussi ont des strates. Quand un arbre est ancien, vous trouverez des oiseaux dans la strate basse, des oiseaux dans la strate intermédiaire et des oiseaux dans la strate haute. Vous n'aurez pas ça sur un arbre jeune. Et donc dans les haies, ce qui est bien, c'est qu'en plus on a toute une composition de différents arbres et arbustes, avec toutes les strates possibles, et avec en plus une diversité d'espèces intéressantes qui vont nourrir des espèces affiliées spécifiquement parce que l'espèce elle est là. Par exemple, l'aubépine va nourrir spécifiquement des espèces liées à l'aubépine. Il y aura des espèces qui vont être nourries spécifiquement parce qu'il y aura des chênes qui ne peuvent pas se nourrir en dehors du chêne. Donc vous voyez toute la diversité d'ailleurs de chaînes alimentaires qu'on crée, et donc après toute la diversité de vivants qui peut être créée autour d'une haie, donc qui va se créer autour d'une haie ancienne. Donc ça c'est la notion de niche écologique qui est importante, et ça vous aurez ça que sur des haies anciennes, et avec toutes les strates de végétation représentées. Donc les strates d'arbres hauts, donc la canopée, ou après la strate intermédiaire, plutôt des grands arbustes ou petits arbres, et après les sous-arbustes et les petits arbustes. Et ça, une haie comme ça complète, vous aurez toutes les niches écologiques, donc une grande diversité de vivants présente. Il y aura aussi du bois mort. Il faut savoir que le bois mort, c'est quand même 40% environ de la biodiversité forestière qui est directement ou indirectement liée à la présence du bois mort. Donc si vous n'avez pas de bois mort dans vos haies ou dans les forêts, vous avez une grande partie du vivant que vous n'aurez pas. Et quand je dis bois mort, c'est pas juste une souche qui traîne dans un linéaire de 150 mètres de haie. Hein. C'est suffisamment de bois mort, quoi. C'est du bois mort sur pied et aussi par terre, quoi. Suffisamment en nombre. Ça va être aussi, les haies aussi vont remplir un rôle très important de corridor écologique. Il faut savoir que dans le monde, une des premières causes d'extinction du vivant, c'est la disparition des corridors écologiques. Et les corridors écologiques, c'est fondamental, c'est la possibilité pour des espèces de transiter d'un réservoir de biodiversité à un autre réservoir de biodiversité. En fait, en clair, à leur niche écologique, jusqu'à une autre niche écologique. Il faut savoir que sinon, les populations, si elles n'ont pas cette possibilité de se déplacer, elles finissent par disparaître. Les populations, pas l'espèce forcément, mais les populations à chaque endroit en fait. C'est-à-dire que vous allez par exemple avoir, je sais pas, je prends un exemple, des pics qui ont besoin d'arbres suffisamment anciens pour trouver une ressource de larves qui vont manger du bois, et d'arbres assez anciens pour faire leur cavité pour se reproduire. Et si par exemple, imaginons vous avez une ferme qui a un linéaire de haies assez ancien, top, super bien. Et après autour, vous avez des centaines d'hectares complètement déforestés, il n'y a plus de haies. Plus rien. Et les pics n'auront pas la possibilité d'aller, si à un moment donné il y a un stress climatique qui font qu'ils sont plus à cet endroit, qu'ils peuvent plus être bien, ou tout simplement parce qu'il y a une maladie qui arrive, un parasite qui arrive, si les pics ont fait que se reproduire dans le même endroit, au bout de 100 ans, 200 ans, il y aura un problème d'isolement génétique et de consanguinité génétique en fait. Et donc le problème c'est qu'il n'y aura plus la diversité génétique propre à faire que il y aura une évolution qui pourra amener à ce qu'il y a d'un seul coup, il y a un individu ou plusieurs individus de l'espèce, de la population à cet endroit-là, qui pourra du coup résister à ce parasite.
Et donc la population risque de disparaître, parce qu'elle n'aura pas pu se croiser avec d'autres pics d'ailleurs, d'autres niches écologiques, d'autres réservoirs de biodiversité. Et donc si les espèces peuvent pas transiter comme ça facilement d'un réservoir de biodiversité à un autre, eh ben, elles finissent par disparaître. C'est une des premières causes d'extinction du vivant dans le monde. Et donc les haies sont un des corridors écologiques principaux qu'on peut retrouver aujourd'hui en Europe. C'est un corridor écologique majeur. Il fait partie d'ailleurs des programmes importants, on en parle dans tous les parcs naturels, régionaux, nationaux, dans les schémas d'aménagement, etc. La haie est mise en avant, avec les ripisylves au niveau des cours d'eau et aussi au niveau et les mares aussi. C'est vraiment fondamental, si on veut avoir des populations viables d'espèces sur le long terme, d'avoir des haies fonctionnelles et bien reliées les unes entre elles, les unes aux autres. Donc si vous avez un super bel oasis de biodiversité chez vous, des belles haies, mais que derrière autour c'est un désert, vous n'avez plus aucune haie, vous avez des pesticides à balles et voilà, l'agriculture industrielle, malheureusement, vous pouvez avoir du coup zéro biodiversité au bout d'un moment. Parce qu'en fait, il y aura un isolement génétique trop important et une disparition des espèces. Donc c'est pour ça que il faut vraiment prendre en compte ces effets territoriaux de l'écologie, qui est très important, et les haies remplissent un effet à ce niveau-là de passage d'espèces à un autre endroit. C'est aussi un refuge pour un nombre d'espèces aussi importante, un écotone aussi, ce qu'on appelle en permaculture l'effet de lisière. Donc c'est aussi il y a une diversité spécifique d'espèces qui sont liées au fait qu'il y a la rencontre de deux écosystèmes différents. C'est aussi un effet, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est aussi, vous aurez des espèces affiliées spécifiquement au fait à la haie, parce que il y a la rencontre entre deux écosystèmes différents. Et la haie en elle-même aussi un écosystème à part entière. Donc voilà, je vais arrêter là sur la biodiversité, mais il y aura de quoi dire vachement, aussi sur la pollinisation aussi, hein. Il y a plein d'espèces de pollinisateurs qui ont besoin de tout ce qu'il y a comme pollen et nectar dans les haies, et aussi au niveau des insectes parasites, qui sont essentiels à avoir toute l'année pour que les auxiliaires soient présents. Si vous avez des pucerons qui sont que liés à vos jardins, mais que autour vous n'avez pas de pucerons le reste de l'année, les auxiliaires ne seront pas présents. Parce que les auxiliaires ont besoin sur un cycle long de suffisamment de nourriture. Et donc du coup, si vous avez que sur un moment donné, un moment très court, que des pucerons sur telle espèce, et que vous n'avez pas assez d'espèces parasites sur le reste de l'écosystème, donc notamment dans les haies par exemple, ou dans un endroit en jachère ou une prairie permanente, et bah du coup il y a un risque en fait qu'il n'y a pas assez d'auxiliaires. Et du coup en fait s'il n'y a pas assez d'auxiliaires, vous aurez plus de parasites. Donc c'est aussi au niveau de la régulation des espèces parasites, il faut qu'il y ait aussi toute cette diversité d'écosystèmes, notamment les haies ont ce rôle-là important aussi. Et au niveau du pollen et du nectar aussi, au niveau de la ressource pour les insectes pollinisateurs. Sur la régulation du climat aussi, très important. Donc les haies brise-vent sont fondamentales. On parle de haies brise-vent parce que le vent est un des facteurs principaux de stress des cultures. On a observé des rendements augmentés de 30% en moyenne, ça dépend même des cultures, 60% au niveau des céréales, de rendement en plus. S'il y avait des haies brise-vent, s'il y avait des haies suffisamment fonctionnelles au niveau de la régulation du vent, filtration du vent en fait. C'est pas des haies qui coupent le vent, c'est des haies qui brisent le vent, qui vont atténuer sa force. Et parce que ça, en fait, le vent, au niveau du froid, mais aussi surtout au niveau du stress hydrique, au niveau de l'évaporation, au niveau de l'évapotranspiration, va du coup accentuer l'évapotranspiration des cultures et des sols. Et donc ça va être un stress supplémentaire du coup au niveau hydrique. Et donc pour fermer leur stomate, je vais passer dans les détails. Voilà, mais juste pour vous dire que c'est un facteur de régulation important du coup du climat, et notamment d'avoir des meilleurs rendements dans vos jardins et aussi pour l'agriculture, s'il y a des bonnes haies préservées. Malheureusement, les agriculteurs n'ont pas l'air de comprendre parce qu'ils continuent à arracher des haies et à faire des champs de plus en plus grands chaque année, quoi. Voilà, des champs qui font des dizaines d'hectares dans certains endroits en France, voire plus encore, sans aucune haie. Mais bon, voilà, il faut pas perdre une place pour la culture. Il faut pas perdre 1 mètre carré pour cultiver, c'est pas possible. Bref, c'est une non-sens, mais c'est comme ça. Du coup, vraiment, ça tempère le climat, ça permet aussi d'avoir de l'ombre. On voit bien aujourd'hui, l'année dernière, vous avez pu l'observer, que des légumes en plein soleil, ils avaient un peu de mal. Hein. Ils avaient vraiment du stress. Et du coup, ça permet aussi d'avoir au moins de la mi-ombre pour certaines cultures et de tempérer aussi. On va avoir de plus en plus besoin de cette tempérance aussi au niveau de l'ombre pour éviter qu'il y ait trop de stress aussi dû à la chaleur qui est de plus en plus forte l'été. On sait qu'il y a une régulation, en clair, on sait aussi que les zones boisées, alors là je parle des zones boisées, mais les haies vont à ce rôle-là, une zone boisée de 50 mètres carrés fait baisser la température de 3,5 degrés et augmente le taux d'humidité de 50%. Donc vous avez un taux d'humidité supplémentaire, alors nous on en souffre plus,
On souffre plus quand il y a plus d'humidité quand il fait chaud. Mais par contre, les plantes, elles sont plus heureuses. Il en faut plus d'humidité parce que s'il y a un taux d'humidité important, elles vont moins transpirer, donc du coup moins stressées au niveau hydrique. Donc ça c'est important, c'est à ce niveau-là aussi que les arbres et arbustes vont jouer leur rôle aussi, quoi. Euh, J'essaie en même temps de ne pas oublier des choses. Euh, voilà, au niveau du carbone, au niveau CO2 aussi, c'est un stock de carbone incommensurable. Les arbres anciens, on sait aujourd'hui que c'est prouvé qu'un arbre ancien stocke beaucoup plus de carbone qu'un arbre jeune, qui est en croissance, enfin qui est jeune. Simplement, vous démultipliez toute sa ramure et son tronc, vous dépliez ça sur une surface, vous voyez bien que chaque année, en fait, c'est énorme ce qui est en croissance, en fait, chaque année. Et donc, ça stocke énormément aussi de carbone. Donc, le CO2, c'est un grand jeu aussi de stockage de carbone aussi. En dépollution, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Sur l'autonomie aussi. Pour l'instant, on pouvait s'en passer des haies parce que on avait le pétrole, on a la mondialisation qui permet de faire venir des produits d'ailleurs. Pour les meubles IKEA, on peut prendre des arbres qui sont du coup issus de forêts industrialisées où on va du coup avec des méga scieries qui vont nous faire des meubles à pas cher, très rapidement montables, mais qui vont durer même pas 5 ans. Et ça, autrefois, on pouvait pas se permettre. Autrefois, en fait, toutes les ressources en bois provenaient des haies, en fait, pour les paysannes, pour leur autonomie, en fait. L'agroforesterie, en fait, autrefois, c'était l'agriculture pour tout le monde, pour tous les paysans, paysannes du monde entier. Aucune personne ne pouvait penser l'autonomie sans penser à l'arbre. Que ce soit pour faire les manches d'outils, que ce soit pour l'autonomie fruitière, pour avoir un complément en fruits, que ce soit pour donc du coup faire le bois d'œuvre, remplacer les charpentes des maisons ou des hangars, que ce soit pour faire les meubles, les l'ébénisterie, que ce soit pour la vaisselle, parce qu'autrefois la céramique c'était quelque chose, il y a encore même pas 60 ans, 70 ans, c'était du luxe. La porcelaine aussi c'était du luxe, c'était en bois la vaisselle souvent. Bref, plein d'usages on oublie aujourd'hui qui sont plus aujourd'hui, on peut s'en passer parce qu'on a le pétrole, on a l'énergie abondante à pas cher, mais on voit les conséquences que ça a par contre. Et donc les haies aussi remplaceraient ce rôle-là et on n'a plus besoin. Donc on pouvait les arracher, on pouvait se permettre de les arracher, mais aujourd'hui on s'en mord les doigts. Je pense qu'on va s'en mordre les doigts dans pas longtemps. Donc il y a aussi la question de l'autonomie à ce niveau-là. Au niveau du bois de chauffage aussi, hein, on voit très bien aujourd'hui que c'est quand même un peu plus durable le bois de chauffage que le pétrole, le gaz ou l'électricité issue du nucléaire, même si aujourd'hui le nucléaire malheureusement revient en force, mais alors que c'est une des pires horreurs qu'on peut avoir, mais bon. Bref, en tout cas voilà, c'est vraiment important il y a la santé aussi, tout ce qui est ethnobotanique, qui est très intéressant. Si vous voulez vous intéresser à ça aussi, il y a le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux de Pierre Le Tagui, que je vous conseille vivement. Sur la santé, vous imaginez pas tous les rôles que peuvent remplir les arbres et arbustes qu'on a un peu oubliés et qui sont assez incroyables. Et je vous parle aussi, je parle pas de tout ce qui est composés organiques volatiles qui sont prouvés aujourd'hui, qui sont très incroyables. Enfin, tout ce que émettent les arbres et arbustes qui ont des effets sur la santé incroyables. Lésions négatives aussi. Enfin bref, voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais j'ai déjà fait un bon tour de tous les rôles, enfin j'ai pas exposé tous les rôles, mais déjà de pas mal de rôles des arbres et arbustes, et vous voyez déjà que d'avoir des haies multicentenaires, des haies bien préservées, ça compte. Donc voilà, on va arriver, j'essaie d'aller au plus vite possible, hein, pour faire un live qui dure trop longtemps, ce qui est de quoi en dire sur les haies, mais en fait pourquoi la situation est pire que ce qu'on pense en France sur la destruction du bocage. Donc déjà, je vous ai dit tout à l'heure en début d'introduction qu'on détruisait encore aujourd'hui plus de haies qu'on en plante, même si ça s'est stabilisé quand même. On est autour de, on sait pas trop encore les chiffres vraiment précisément, mais on a plusieurs milliers de kilomètres de linéaires de haies en France qu'on arrache plus qu'on en plante. Enfin, en clair, voilà. Il y en a qui disent même que ce serait plutôt équivalent. Mais bon, dans tous les cas, comme je disais tout à l'heure, une haie jeune, ça ne compensera en rien une haie arrachée. Parce qu'une haie arrachée, souvent, c'est une haie centenaire. Et elle a des rôles qui sont irremplaçables pendant 100 ans. Avant que la haie jeune soit elle aussi centenaire. Donc voilà. Bref, en tout cas. Mais il y a aussi donc l'arrachage dont je vous parlais. Mais voilà, le problème, c'est que vraiment, l'entretien des haies, aujourd'hui, est un gros problème dont peu de gens prennent en compte. Parce que il faut avoir une lecture un peu de l'écologie d'une haie, de l'écologie des arbres, de comment la physiologie des arbres, comment ça fonctionne, de qu'est-ce que c'est qu'une haie aussi fonctionnelle au niveau écologique et au niveau brise-vent. Et en fait, le problème, c'est que la plupart des haies, même chez des agriculteurs bio, aujourd'hui ne sont pas du tout des haies telles qu'on devrait les appeler, enfin telles qu'elles remplissent réellement leur rôle. En fait, une haie fonctionnelle, une haie vraiment brise-vent, écologique, qui est vraiment intéressante,
elle a au minimum, j'ai mis au minimum 4 mètres d'épaisseur. C'est-à-dire une haie qui sera suffisamment épaisse pour remplir son rôle de corridor écologique pour pas mal d'espèces qui pourront s'y sentir à l'abri pour transiter d'un réservoir de biodiversité à un autre. Une haie suffisamment épaisse pour remplir son rôle de haie brise-vent. Une haie suffisamment épaisse pour avoir toutes les strates bien positionnées, parce qu'une haie qui fait seulement 1 mètre d'épaisseur, comme on les voit aujourd'hui majoritairement dans le bocage, en fait les arbustes qui sont sous les arbres finissent par dépérir. Il y a trop de concurrence par rapport aux arbres. Alors qu'une haie, où on laisse suffisamment d'épaisseur, en fait les arbustes ils ont de quoi se développer en dehors de l'interrang en fait. Donc c'est une haie qui n'est pas fonctionnelle. Sur plein de niveaux, voilà, elle va dépérir et elle est vouée en plus à disparaître. Pourquoi aussi? Parce qu'une haie qui fait que 1 mètre d'épaisseur, voire 50 cm d'épaisseur, les paysans, les agriculteurs qui vont l'entretenir chaque année, et aussi, ou chaque année, ou au bout de quelques années, ils vont pas venir forcément tous les ans, mais en tout cas ils vont l'entretenir assez régulièrement. Et les services techniques, quand c'est en plus une haie qui est mitoyenne avec une route, avec un chemin, là c'est le pire. Pour une haie, elle est quasiment sûre de disparaître au bout d'un moment. C'est qu'en fait, ils vont y aller, ils vont pas se faire chier. L'agriculteur va utiliser une faucheuse débroussailleuse, donc une faucheuse qui va normalement servir pour ses champs, pour faucher le foin par exemple. Donc en fait, c'est une horreur. Ça fait des dégâts monstres au niveau des plaies, laissées aux arbres. Enfin, ça déchiquete les arbres en fait, ça déchiquete les branches. Et pareil, les services techniques utilisent trop encore aujourd'hui, fréquemment, les lamiers que je retrouve, parce que je confonds tous les outils en fait des fois, mais je retrouve ce que j'ai mis comme note, parce qu'il y a plusieurs outils différents qui existent. C'est... alors j'ai perdu mes notes, désolé. Hop, ah voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc c'est les lamiers à couteau, voilà, c'est bien ça. C'est bien ce que je pensais. Les lamiers à couteau, donc qui sont destructeurs aussi, qui vont arracher, mais complètement, ils vont déchiqueter, sans faire des cicatrices, entre guillemets, c'est pas vraiment des cicatrices, mais des plaies propres, même des plaies, c'est dirait pas, mais des plaies propres pour l'arbre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des infiltrations après, très facilitées, de maladies, de parasites dans l'arbre, donc qui risquent de le faire disparaître sur plusieurs années au bout d'un moment. Notamment en plus du fait que vous prenez en compte les effets de sécheresse répétées ces dernières années. Il faut savoir que les sécheresses qu'on subisse en ce moment, les arbres et arbustes, sont dévastatrices pour elles, même si vous ne les taillez pas. Alors si vous les taillez en plus, et en plus de la mauvaise manière, là vous accentuez le risque. Parce qu'un arbre et arbuste, quand il y a une situation de sécheresse, il a du mal à produire suffisamment de matière organique. Il va avoir une réaction de survie. Il va se dire, je produis suffisamment de matière organique pour pouvoir respirer. Parce que l'arbre, comme nous, il respire la matière organique pour ses besoins physiologiques. Donc il va produire du coup du CO2, il va respirer. Mais normalement, en général, il en stocke plus qu'il en produit. Et le problème, c'est que du coup, ses cernes de croissance vont être peu épaisses. Et il a besoin aussi d'énergie, l'arbre, pour pouvoir redémarrer bien au printemps. Il va faire du stock d'énergie, en fait, de matière organique, pour pouvoir bien redémarrer au printemps. Et en dernier recours, la dernière énergie qu'il va utiliser, il en a besoin pourtant fondamentalement, mais ça va être au détriment de ça, quand il y a des sécheresses en fait, quand il n'y a pas assez de production de matière organique, c'est la défense contre les maladies et les parasites. Et donc, en fait, un arbre qui ne produit pas assez de matière organique risque aussi de ne pas avoir assez d'énergie pour produire des molécules pour se protéger des maladies, des parasites. Donc, déjà, il est stressé par les sécheresses qui sont de plus en plus répétées. Et en plus, vous leur ajoutez des tailles qui ont été mal faites, qu'il aura du mal à refermer. Alors, je vous passe tous les processus qui font qu'un arbre arrive bien refermé. Il y a des processus chimiques, physiques, etc. Mais en clair, si la plaie est mal faite, s'il y a une mauvaise taille, vous êtes sûr, quasiment à 100%, qu'il y a des risques forts que une infiltration de maladies de parasites, ou que l'arbre aura du mal, en tout cas, à s'en défendre. Donc du coup derrière vous faites que ça fait débris l'arbre. En plus de ça, donc une haie qui est réduite à 50 cm, 1 mètre d'épaisseur, ça veut dire aussi que les tailles sont situées au plus près du tronc des arbres arbustes. Donc vous laissez quasiment pas de possibilité au niveau foliaire à l'arbre arbuste de produire assez de matière organique pour avoir son stock d'énergie, matière organique pour donc ses besoins physiologiques, pour redémarrer le printemps, et aussi pour se défendre des maladies parasites. Donc vous le faites crever en fait aussi par rapport à ça. Donc en fait, une haie qui est réduite, comme malheureusement c'est le cas de plus en plus dans les campagnes, vous allez voir, vous pouvez observer après en faisant le tour des campagnes, vous allez voir en fait que la majorité des haies aujourd'hui, quand vous regardez, faites le tour partout où vous allez, sont réduites à 50 cm, 1 mètre d'épaisseur.
Donc vous êtes quasiment sûr qu'au bout de plusieurs années, au bout de 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est pas le temps que ça prend prendre plusieurs années, mais ça prendra un certain temps, ça va finir par faire dépérir les arbres. Et vous rajoutez à ça du coup les stress dus aux arbres, enfin les stress qu'ont les arbres arbustes aujourd'hui, du réchauffement climatique. Et là vous faites le cocktail explosif pour faire tuer des haies en très peu de temps et sans arrachage pour avoir une disparition irrévocable des haies. Et en fait les arbres, enfin les voir en premier disparaître, les arbres et arbustes les plus sensibles à la taille, qui ont du mal en fait à avoir de la vigueur en fait. Et ceux qui vont persister le plus, ça va être les aubépines, les prunelliers, qui arrivent à peu près à résister à ça, les saules. Qu'est-ce que j'oublie aussi comme arbres arbustes qui vont plutôt bien résister à la taille répétée comme ça. J'en oublie sûrement, mais c'est déjà pas mal. C'est à peu près surtout les arbustes épineux, aubépines et pruniers qui sont assez résistants. Mais au bout d'un moment, même eux, ils vont finir par dépérir. Même ces arbustes-là vont finir par dépérir. Et au bout d'un moment, vous trouverez avec un stade de ronces en fait. Vous aurez des ronces. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire les agriculteurs et la DDE? Ah bah c'est des ronces. Ah bah du coup on fauche. Et du coup, vous arrivez en fait à ce qu'il n'y ait plus du tout de haies. Plus rien du tout. Même pas un nez de sarce de haies. Vous arrivez en fait à ce que ça devienne un champ. Voilà, où il n'y a plus rien. Il n'y a plus de haies. Et donc derrière, plus de possibilité aussi pour la haie de se renouveler naturellement. Parce qu'en fait, vous laissez le roncier ou des arbres, même des arbustes épineux présents, au bout de quelques années, ça peut prendre du temps, hein, mais au bout de quelques années, vous allez voir à nouveau des arbustes et d'autres arbres apparaître. Surtout si vous laissez de l'épaisseur, surtout si vous laissez 4 mètres d'épaisseur. Là, ça va se faire naturellement, vous aurez des arbres arbustes qui vont apparaître. Mais si du coup, en plus de ça, vous fauchez régulièrement après chaque année, les ronces, et bah, au bout d'un moment, c'est fini. Vous avez plus même un espoir qu'il y a un renouvellement naturel de la haie. Donc voilà, vous avez fait une disparition sans que ça se voit, sans que ce soit visible, d'une haie. Voilà, par l'entretien des haies au plus près, à 1 mètre 50 cm d'épaisseur, par des mauvais outils, vous avez fait disparaître une haie. Donc voilà, et c'est ce qui se passe majoritairement en France aujourd'hui, voilà, sans arrachage. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte ce fait-là, qui est très important, et qui fait que voilà, nos haies disparaissent malheureusement sans qu'on le voit aussi. Donc sur les moyens d'agir, là je voulais arriver sur les moyens d'agir. Est-ce qu'il y a des questions déjà avant que j'aille sur les moyens d'agir, sur ce qu'on a pu voir jusqu'ici, c'était assez dense déjà. Mais est-ce qu'il y a des questions que vous posez sur les fonctions des haies, sur l'arrachage, l'entretien des haies? Ah oui, j'ai oublié de parler aussi. Oui, bah si j'en parlais sur les moyens d'agir justement. Est-ce qu'il y a des questions déjà que vous vous posez sur ces questions-là? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oubliées selon vous ou voilà, des questions que vous aurez besoin de précision? N'hésitez pas à me dire. Je laisse un petit temps pour le temps que vous réagissiez. Voir s'il y a des questions que vous posez là-dessus. Alors, bonjour à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Là, j'ai pas eu le temps de dire salut voilà, à tout le monde, mais voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire un petit coucou, même si vous avez une question que vous n'avez pas le temps de la poser pour l'instant. Que je le sache. S'il n'y a pas de questions, je continue sur les moyens d'agir. Mais pour l'instant, il n'y a pas de questions, on dirait. Bon, bah, je continue. Et s'il y a une question, n'hésitez pas, quoi. Ah, merci Solène. Ok. Il n'y a pas de. Bon, super, si c'est clair, c'est chouette. Alors, quels moyens d'agir? Il y a plusieurs choses. On va dire il y a les moyens d'agir un peu à court terme. Donc déjà chez vous, c'est d'installer des haies brise-vent s'il n'y en a pas. Donc quand je dis une haie brise-vent dans un jardin, une haie brise-vent, donc une haie brise-vent vraiment fonctionnelle qui est super au niveau écologique, climatique, etc. C'est sûr que c'est une haie brise-vent qui a toutes les strates. Mais ça, quand vous avez un petit jardin, vous pouvez pas. Enfin là, ça va trop concurrencer votre jardin. Donc si vous mettez des chênes, des châtaigniers, des frênes, etc., ça va trop concurrencer votre jardin. Sauf si vous voulez conduire en CP, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez même avoir quand même une haie brise-vent sympa, qui abrite un peu de vivant. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, minimum 4 mètres d'épaisseur. Et donc, l'effet brise-vent, vous pouvez l'avoir, vous multipliez par 10, en fait, l'effet brise-vent sur la longueur de votre terrain. Si vous avez une haie de 6 mètres de hauteur, une haie qui fait 6 mètres maximum, donc qui est assez homogène, parce qu'il faut qu'elle soit homogène au niveau de la distribution des branches. Ça demande un petit peu de recherche là-dessus, mais ça se trouve, il y a des références que je pourrais vous passer. Mais faut qu'elle soit assez homogène, faut qu'elle soit donc assez épaisse, et même si elle fait que 6 mètres d'épaisseur, vous aurez 60 mètres d'influence de haie brise-vent en longueur de terrain. Donc vous voyez, un petit jardin, c'est bon, vous avez assez d'influence de la haie brise-vent, même si elle fait que 6 mètres de hauteur. Elle sera moins sympa au niveau écologique, moins sympa au niveau climatique et au niveau de régulation des inondations, et etc., etc. Donc tous les rôles que je vous ai parlé tout à l'heure, qu'une haie, un petit centenaire qui a toutes les strates.
mais quand même, c'est déjà ça, au moins dans un jardin, vous avez mis ça en place. Très important, des espèces endémiques, des espèces majoritairement donc françaises, enfin qui viennent ou européennes, Europe de l'Ouest, quoi. Et au pire un petit peu méditerranéenne, mais méditerranéenne du Nord. Parce qu'il n'y a que les espèces endémiques qui abritent le vivant. En fait, les espèces exotiques qui viennent d'autres continents n'abritent quasiment aucun parasite et aucune espèce auxiliaire. Donc ça n'a pas les haies ornementales, les haies de persistants ornementales, aucun intérêt, zéro intérêt. Mais même en plus, ça fait un mur. Au niveau brise-vent, tout ce qui est persistant, ça fait un mur. En fait, ça n'a pas d'effet brise-vent, ça va être encore pire au niveau des effets. Mais je vais pas rentrer dans le détail là. Bref, en tout cas, voilà, des caducs importants. Si vous en avez donc chez vous déjà en fait présentes, les laissez s'épaissir, au minimum 4 mètres d'épaisseur, en prise au sol. 4 mètres d'emprise au sol. Les contenir en les entretenant à la cisaille et au sécateur. Sinon, un lamier assez circulaire ou à sécateur. Si vous avez, plutôt là, si vous avez une ferme, par exemple. Ou si au niveau d'une commune, en fait, au niveau de l'entretien d'une commune. Et donc, surtout pas, comme je disais tout à l'heure, de faucheuses et broussailleuses. Ou de lamier à couteau. Trop souvent utilisé encore par les communes et la DDE. Aucune intervention sur les haies normalement entre avril et octobre pour respecter la nidification des oiseaux et respecter aussi le cycle des insectes auxiliaires et parasites qui se nourrissent du coup des haies aussi et qui font leur cycle de reproduction sur les haies à cette époque-là, mais surtout au niveau des oiseaux, en fait, la nidification des oiseaux aussi. Si vous pouvez quand même intervenir vous manuellement, quand même, hein, je sais pas dire qu'il faut pas du tout intervenir, mais faites-le manuellement et faites attention dans ce cas-là aussi, s'il y a des nids d'oiseaux avant et si voilà, signification, pas perturber les oiseaux. Mais en tout cas, aucune intervention mécanique, c'est sûr, entre avril et octobre. Aucun entretien des haies entre avril et octobre. Tout simplement, un truc aussi tout simple aussi, donc comme je disais tout à l'heure, c'est regarder le paysage, s'en imprégner, observer son évolution au fil des années, s'y attacher. C'est le meilleur moyen de pouvoir observer les mauvaises pratiques autour de chez soi, par l'observation sensible aussi. Même si c'est important d'avoir des notions, comme j'ai pu vous montrer dans le live, là, de l'écologie des haies, du paysage, de physiologie des arbres. C'est important quand même, déjà, rien que l'attachement au vivant, c'est fondamental, en fait, tout simplement, la sensibilité. En tout cas, en dehors de chez vous, notamment auprès des agriculteurs, agricultrices, je suis vraiment pas trop pour la délation, mais franchement, sur tout ce qui concerne le vivant, j'avoue que là, je suis un peu sans pitié. Si vous observez un entretien, mais surtout un arrachage illégal de haies, d'ailleurs de la période autorisée, et normalement, en plus, un arrachage, il y a normalement des contraintes législatives pour le faire, même ça peut pas se faire comme ça, un arrachage, même en dehors, même si c'est pas dans la période qui est illégale, même si c'est entre octobre et avril. Prenez des photos et parlez-en à la presse. Voilà, parlez-en à la presse locale, parlez-en aussi à la commune, à la mairie, ou à une association de protection de l'environnement, ou à EHU, en fait, hein, tout ça c'est EHU, ou à une association de protection du bocage du coin, parce qu'il y a des associations d'agroforesterie ou de protection du bocage qui sont dans le coin des fois. Enfin, en tout cas, parlez-en, quoi. Ne gardez pas ça pour vous et parlez-en. Et en dernier recours, si vous voulez que ça bouge pas, faut appeler la police de l'environnement et il y a que ça qui peut être fait, ou la mairie, je crois que la mairie aussi peut s'en occuper. Bon, après, des fois, les maires, ils sont des fois en bisbille avec les agriculteurs intensifs, donc bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est parce qu'on parle là de protection du vivant, et on sait aujourd'hui quel point on en est, c'est une catastrophe, on est en train de vivre la 6e extinction du vivant. Et donc, bref, je pense que c'est important de le dire quand il y a un arrachage qui a été fait. Et ça se voit assez vite, hein, de toute façon, un arrachage. Et s'il y a un entretien du coup qui est intensif, que vous voyez qui est mal fait, n'hésitez pas aussi à contacter. Donc si c'est un entretien qui est mal fait, qui est fait de manière intensive, vous avez vu que c'est vraiment fait à l'arrache, et des branches arrachées, des troncs qui ont été attaqués par le lamier, etc. Ça arrive souvent. Et n'hésitez pas à appeler les services concernés, si c'est au niveau des communes. Et si c'est au niveau des agriculteurs, on pouvait pas faire grand chose, parce qu'au niveau de l'entretien, il n'y a pas de législation qui existe vraiment, à part le fait de ne pas entretenir. Je sais même plus si c'est vraiment si c'est pénalement répréhensible, l'entretien qui est illégal, enfin qui n'est pas autorisé normalement entre avril et octobre. Et au niveau de l'entretien, le mieux à faire, c'est d'aller voir l'agriculteur, lui dire lui demander, poser des questions sur comment il voit les haies, etc., et essayer d'avoir une conversation avec lui. Et il essaie sans trop le brusquer, c'est difficile, hein.
lui expliquer que voilà, pour vous, en tant qu'habitant du territoire, c'est fondamental qu'il y ait des baies préservées, que c'est important aussi pour le vivant, que ce serait bien de laisser un peu plus épaisses les haies, quoi. Que c'est comme ça qu'elles auront aussi un rôle en plus. Le pire, c'est qu'elles auront en plus pour lui, mais la plupart des agriculteurs se rendent pas compte ou veulent pas le voir. C'est comme ça aussi qu'il aura moins de dégâts au niveau des cultures grâce au fait qu'il y aura des auxiliaires, qu'il y aura des renards qui mangeront les mulots, qu'il y aura, enfin, les compagnons, voilà, hein, que c'est grâce à ça aussi qu'il y aura un effet brise-vent qui permettra d'avoir des bons rendements au niveau de ces cultures. Enfin bref, c'est qu'il y aura moins de pertes d'érosion, donc de ces sols, plus de préservation de ces sols, enfin bref. Mais malheureusement, il y a pas mal d'agriculteurs qui voient pas tout ça, ou qui veulent pas le voir, tout simplement, parce que pour eux, faut y aller, faut tracer avec le tracteur, faut y aller. Pas de temps à perdre, les haies, c'est un obstacle, et puis c'est du mètre carré de perdu pour ma culture, voilà, voilà. Ils veulent pas penser autrement, quoi. Donc malheureusement, il y a des agriculteurs qui sont comme ça, il y a d'autres agriculteurs qui seront, je pense, plus ouverts, si vous leur parlez, voilà. Mais voilà, c'est malheureux, mais je vous expliquais aussi pourquoi aussi c'est malheureux. Enfin, pourquoi d'un côté je peux les comprendre, bizarrement. Enfin, je vais vous expliquer après. D'un côté, c'est un côté, mais même si ça m'énerve quand je vois ce qu'ils font. Et puis constituer tout simplement aussi ou rejoigner une asso locale de protection de l'environnement ou de protection du bocage. Il y en a plusieurs qui existent dans chaque territoire. N'hésitez pas à les rejoindre ou à en constituer une pour sensibiliser sur l'importance de la haie par de l'éducation populaire, aussi tout simplement de la sensibilisation par des photos, pour alerter aussi sur des destructions de haies. Enfin bref, il y a plein de moyens d'agir à ce niveau-là. Par des programmes de plantation de haies aussi, avec des enfants, des écoles, enfin bref, il y a plein d'autres moyens de sensibiliser. Mais ce qui permettra vraiment de préserver les haies à long terme, ce qui permettrait vraiment de les préserver de manière durable, parce qu'en fait il y a eu plusieurs programmes de plantation de haies qui ont été faits depuis les années 80, et il y a eu plusieurs témoignages, plusieurs rendus de faits sur le fait qu'il y a eu plein de haies qui ont été plantées grâce à des subventions qui ont été arrachées derrière. Et en fait, pourquoi ? Parce que le gros problème, j'en ai parlé tout à l'heure au tout début du live, tout a été fait pour partir vers une agriculture productiviste. Une agriculture, en fait, où un agriculteur peut faire 400 hectares de céréales quasiment tout seul, avec un gros tracteur, une grosse mécanisation. Mais pour ça, la haie, c'est un obstacle. Il n'a pas le temps, du coup, comme autrefois. Parce qu'un paysan, c'était pas un métier autrefois. Paysanne, c'était pas un métier, c'était un mode de vie. Il n'a pas le temps de s'occuper de la haie. Et même la haie, pour lui, c'est un obstacle. Et en fait, ça le fait chier, l'entretenir et tout, c'est un temps de perdu, alors qu'il est déjà comme ça, le couteau sous la corde, parce que le litre de lait, là, en ce moment, il est à tant de centimes, et 2 centimes plus bas, il est fini, ça y est, il n'arrivera pas à rembourser son emprunt de plusieurs centaines de milliers d'euros, et du coup, c'est fini, quoi, il cabane, quoi. Et voilà, vous connaissez toutes et tous, je pense, le taux de suicide, le taux de maladie professionnelle, le taux de burn-out, de dépression, le taux de divorce, le taux de séparation, d'isolement au niveau de l'agriculture, c'est un désastre. C'est une agriculture, aujourd'hui, telle qu'elle est, l'agriculteur, c'est un des pires métiers au monde. Enfin, en tout cas, l'agriculteur, voilà, même quand on est paysan bio, petit paysan bio, bon, ça fera un live à part entier, justement, j'en parlerai dans notre live, mais c'est très difficile. Enfin, on se rémunère très peu, quoi, par rapport au temps de travail qu'on fait et à toute la pénibilité du travail et à la charge mentale. Voilà. Parce qu'on nous a poussé à ça. La société capitaliste s'est faite grâce à une agriculture productiviste à bas coût et avec peu de travailleurs. Donc voilà. Et ça, on en paye les conséquences aujourd'hui sur plein de niveaux. Mais du coup, les agriculteurs, pour eux, la haie, c'est un obstacle. C'est quelque chose qui est chiant, qui est emmerdant. Et même quand ils ont, à un moment donné, ils se sont dit, allez, peut-être que je vais quand même planter des haies, bon, allez, peut-être qu'effectivement, ils ont raison, c'est bien et tout. Au bout d'un moment, ça l'emmerde. Au bout d'un moment, il va y revenir. Il y a plein d'agriculteurs comme ça qui reviennent dessus, qui vont finir par les arracher ou les enlever. Et je dis pas que c'est tout le monde qui fait ça, il y a des agriculteurs qui continuent à les faire perdurer, quoi. Mais je veux dire, voilà, c'est un vrai risque. Ouais, oui, Solène, carrément. Devenir paysanne, c'est chaud, et de plus en plus chaud aujourd'hui, ouais. Mais et pourtant, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de monde qui devienne paysanne, c'est assez contradictoire. Mais bref, en tout cas, c'est un sujet à notre live, mais en tout cas, ce que je vais vous parler, c'est en lien avec un autre live que je voudrais vous faire dans un mois et demi sur justement la difficulté du monde paysan aujourd'hui, d'être paysanne bio, et voilà, et de parler de pourquoi on galère énormément et de pourquoi on voit plein de collègues en train de faire faillite ou de disparaître là, en ce moment.
Voilà, c'est assez dramatique, c'est grave. Mais bref, en tout cas, c'est en lien avec ce que je veux dire là. C'est plus généralement pour tous les agriculteurs et agricultrices. Je parle pas des grosses firmes agricoles, hein. Je parle des agriculteurs et agricultrices qui travaillent individuellement ou des petits collectifs, etc. Pour qui c'est difficile. Mais ce qu'il faudrait, en fait, c'est une rémunération bien plus juste des paysans paysannes sur ce qu'ils produisent. Ce qui permettra de ne pas avoir de pression et utiliser le moindre espace disponible pour la production et avoir le temps et l'énergie de s'occuper de manière non intensive des haies et autres espaces agroforestiers et aussi des espaces sauvages, enfin de laisser des espaces aussi sauvages en fait sur leur ferme et d'en incorporer d'autres dans leur parcelle, d'incorporer aussi des arbres dans leur parcelle. Ça, c'est pour moi c'est fondamental. Il faudrait qu'on en parle d'une rémunération minimum pour tous les services que rendent les paysans paysannes bio. Que ce soit au niveau de stockage de l'eau dans les nappes, grâce au fait qu'on préserve les sols et qu'on va amener la matière organique dans les sols, donc et le fait qu'on va mettre des haies, le fait qu'on va du coup aussi donner une qualité, de faire donc c'est la première médecine, c'est la santé, enfin par la santé c'est la nourriture, etc. Enfin, je pense qu'il faudrait qu'on poétise cette question de la rémunération liée aux services qui sont rendus au territoire par les paysans paysannes bio. Mais ça ferait presque le sujet d'un autre live. Mais en tout cas, et où, mais ça serait mieux est, enfin ça serait intéressant aussi, une rémunération liée à la préservation de haies centenaires et épaisses et aussi en plantation, mais aussi des prés-vergers, des ripisylves, d'espaces en friche, de boisement, d'agroforesterie intraparcellaire et de maintien de prairies permanentes en fauche tardive, gestion en jachère. Donc ça, ce serait vraiment important. Sinon, s'il n'y a pas ça en fait en place, on sera toujours sur un bilan négatif au niveau des haies en France, avec plus d'arrachage et une disparition aussi par l'entretien des haies, et des plantations qui seront ridicules par rapport à ça, quoi. Et parce qu'on voit bien, hein, les firmes agricoles sont de plus en plus puissantes, il y a de plus en plus de firmes qui rachètent les terres aujourd'hui en France, et même les agriculteurs qui ont la meilleure volonté du monde ont du mal à entretenir leurs haies ou à planter des nouvelles haies. Et il y a toujours plus d'arrachage que de plantation, voilà. Et l'entretien des haies, comme je disais tout à l'heure, est en train de faire disparaître aussi les haies, quoi. Il faudrait aussi une véritable réglementation protectrice des haies avec des moyens humains et budgétaires renforcés pour les associations de protection de l'environnement, pour les parcs naturels et régionaux, nationaux et pour les services aussi institutionnels de l'environnement, police de l'environnement par exemple. Donc des vrais moyens réglementaires et des vrais moyens humains aussi pour ça, à ce niveau-là. Et pour finir juste pour l'aspect financier, ça me fait rire parce que là il y a un label EHEC qui a été lancé pour soi-disant faire que enfin au niveau de la PAC, en lien avec les financements de la PAC, qui a été soi-disant lancé donc pour que les agriculteurs et agricultrices protègent mieux les haies. Donc l'État a lancé ça là, mais en fait les aides de la PAC couvrent juste le coût de la certification via ce label. Et du coup ça couvre pas non plus aussi le temps passé de l'agriculteur avec le certificateur pour vérifier que c'est en bon état, etc., etc. Et donc je connais quasiment aucun agriculteur et agricultrice qui le fera, ou juste des gens qui ont vraiment une volonté importante de préserver les haies, de montrer par le label que préserve les haies, mais même moi qui préserve les haies sur la ferme, qui les laisse épaissir jusqu'à 8 mètres, 10 mètres d'épaisseur, qui laisse des espaces en friche sur la ferme, en fait je vais pas prendre ce label. Enfin, je suis déjà certifié par Ecocer sur la bio, par un certificateur pour la bio, je prends déjà un temps fou là-dessus, ça me prend déjà la tête. Enfin voilà, je vais pas en plus rajouter encore un label pour prouver que j'entretiens bien mes haies. Enfin voilà, personne quasiment fera ça. Donc et vu en plus le niveau de financement qui est mis derrière pour prouver, enfin derrière ce label par rapport à la PAC, mais c'est ridicule. Personne, enfin voilà, donc c'est bref, une escroquerie. Bref. Il y a aussi un autre moyen qui serait intéressant à mettre en place, mais ça qui n'est pas du tout fait pour l'instant, mais qui serait vraiment chouette, je pense. C'est envisager au niveau communal une gestion des haies par les habitantes eux-mêmes, en lien avec les agriculteurs et agricultrices, avec comme intermédiaire la mairie ou non, et en partenariat étroit avec une association de protection de l'environnement. Cela permettrait d'aider financièrement l'agriculteur qui ne verrait plus la haie de la même manière, d'améliorer l'autonomie énergétique des habitantes en créant une filière bois, bûche, bois d'œuvre locale, avec pourquoi pas relancer une scierie locale, de créer du lien social, de se rapprocher du vivant et de son importance vitale pour nos territoires. Et de recréer du lien aussi avec les paysans paysannes du coin aussi, quoi, de votre coin. Ce serait bien aussi de programmer de l'école au lycée des cours d'éducation à l'environnement en lien avec le territoire. Se former individuellement aussi lorsqu'on est adulte à l'écologie scientifique et à la compréhension des enjeux de territoire, souvent étroitement liés à l'agriculture, de s'emparer en clair en tant qu'habitant du territoire des enjeux paysans. Parce qu'en fait, tout ce qui est lié à la paysannerie a des conséquences énormes sur les territoires qui vous impactent toutes et tous en fait, au niveau de la santé, au niveau de la ressource en eau, au niveau du vivant, de la production du vivant, la présence ou non d'insectes dans les territoires, ou d'oiseaux, de papillons, etc., au niveau de la durabilité des sols pour le futur, etc., etc. Donc c'est vraiment fondamental. Et
Et donc voilà, et je voulais finir par une grosse source d'inquiétude aussi sur... ah oui, non, j'ai pas fini encore, désolé. Euh, donc voilà, oui. Donc j'ai dit justement l'espace forestier en fait, mais j'ai oublié l'espace forestier qui est au cœur aussi de nombre d'enjeux, parce que c'est pareil, on assiste à une disparition de... Enfin, une concentration des forêts aux mains de grosses firmes aussi, ou de... En tout cas l'exploitation de la forêt par aussi de manière intensive. Donc là c'est pareil, on a un gros enjeu là-dessus. Mais en clair, pour moi, il y a vraiment un enjeu à ce que tout ce qui est lié à l'entretien, à la durabilité des espaces forestiers agricoles soit rémunéré, en fait. Justement, à sa juste valeur. Et au niveau des espaces agricoles, qu'on mette tous les moyens en place réels pour qu'il y ait une petite paysannerie locale, bio et écologique qui se mette en place et qui se maintienne. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais il y a plein de paysannes bio qui sont en train de disparaître. Voilà. C'est-à-dire que là, on va avoir une disparition, on va avoir un recul de l'installation, parce que il y a le maintien de l'agriculture bio est menacé en fait. Et tout ça permettrait en fait de résoudre une grande partie des catastrophes actuelles et à venir qu'on est en train d'observer sur les inondations, sur la sécheresse, sur les disparitions du vivant, etc. Je dis pas que ça résoudrait tout, mais que ça permettrait déjà de résoudre une bonne partie des catastrophes qu'on a actuellement. Et enfin, je finirai par une grosse source d'inquiétude que j'ai, donc sur lesquelles il faudrait aussi combattre localement. Il faudrait se concentrer localement. C'est sur la concentration progressive des terres auprès de firmes agricoles et de grosses exploitations agricoles, qu'ils n'en ont rien à faire du vivant, de la préservation des sols, de la ressource en eau, et qui arrosent à tout va de pesticides, qui vont eux, ça va être arrachage tout total. Et je l'observais dans le coin, des fermes laitières, qui étaient bocagères, ou des fermes, des fermes d'élevage, qui étaient bocagères, qui sont fait racheter par des gros maraîchers industriels ou par des céréaliers ou des éleveurs intensifs qui du coup n'utilisent les terres plus pour faire l'élevage en plein air, mais pour faire des surfaces fourragères, qui ont rasé des kilomètres et des kilomètres de haies, qui s'en foutent du coup et qui arrachent tout. Et donc c'est en train de faire disparaître aussi une grande partie du vivant à cause de ça. Et donc ça empêche aussi l'installation de plus en plus de jeunes aussi, qui voudraient s'installer en paysannerie bio, écolo, paysannerie bio, écolo sociale quoi. Donc voilà, c'est aussi un grand jeu sur lequel il va falloir combattre. Je pense que j'ai fait le tour, c'est déjà pas mal. J'ai essayé de faire au plus vite, mais il y avait plein de choses à dire, mais dès que j'étais un peu trop rapide, j'espère pas sur la dernière partie. Mais il y a plein de choses à en dire, bien sûr. Un live d'une heure, c'est... Voilà, moi j'ai même un petit peu dépassé, donc ça va, une heure, c'est bon. C'est difficile j'essaie de te résumer tout en essayant de tout dire. Sur les enjeux qu'il y a important à s'emparer de la question des haies. J'espère que vous allez vous en emparer, et je vais mettre des sources, donc je vais enregistrer la vidéo, je vais mettre sur mon compte YouTube. Et du coup, je vais mettre pas mal de sources à vos dispositions après, pour que vous ayez plus loin aussi par vous-même sur ce thème. J'ai même pas pris le temps de me présenter tout à l'heure au début, j'ai même pas pris le temps. Mais du coup, pour vous dire que je suis installé, pour ceux qui me connaissent, comme paysan bio, donc notamment du maraîchage, depuis à peu près 10 ans, près de Pornic, entre Nantes et Pornic, dans le 44. Et je suis technicien en agroforesterie et formateur pédagogique indépendant. Donc n'hésitez pas à me soutenir aussi en vous inscrivant à une formation pédagogique à prix libre et conscient que j'anime sur la ferme. Et simplement à aller voir mon site parinbocage.fr pour voir un peu plus d'activités que je fais. Et voilà, donc là c'est le moment de poser des questions. Si vous avez envie de poser des questions, je continue du coup à me présenter en même temps, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qu'on a abordé aujourd'hui dans le live. Voilà, sur n'importe quelle question que vous vous posez par rapport aux haies, comment vous pouvez faire pour les préserver. Il y a des questions que vous vous posez sur comment on peut les entretenir chez vous. Voilà, n'importe quelle question à ce niveau-là, n'hésitez pas. Et du coup, donc oui, pour finir, donc j'ai un bel écosystème sur ma ferme. Mon père, mes parents s'étaient opposés au remembrement sur la ferme. Et du coup, on a la chance d'avoir des haies multicentenaires avec des belles répisylves, avec des zones humides avec des belles répisylves. Et j'en continue à planter du coup de nouvelles haies encore aussi, dès que j'ai les moyens et l'argent. Enfin, dès que j'ai les moyens humains, le temps et l'argent, les financements pour le faire. Je l'ai pas tous les ans du coup, mais j'essaie d'en planter le maximum. De nouvelles haies. Et aussi, je fais aussi de l'agroforesterie intraparcellaire de plus en plus, donc des fruitiers notamment, intraparcellaires. Et on a la chance d'avoir pas mal d'espèces préservées sur la ferme. Pas mal quasiment toutes les espèces de pics qu'on peut trouver en France, enfin en tout cas dans l'ouest de la France. Plein de chouettes, des faucons cresserelles, des buses, des blaireaux, des renards, plein d'espèces
du coup, qui ont besoin de haies, notamment justement de haies épaisses, pour pouvoir se reproduire et de prairies permanentes, de fauchage tardif, etc. Et donc, on a besoin de territoires de plus en plus comme ça. J'aimerais ne pas être un oasis, en fait. J'aimerais ne pas être. Enfin voilà, j'aimerais que tout le territoire soit comme ça, en fait. Enfin, et il est temps, en fait, que ça devienne comme ça, en fait. Comme ça l'était autrefois, en fait. Autrefois, il faut imaginer qu'on pouvait se balader d'une ferme à l'autre. Il y avait des fermes partout, hein, en fait, avant. Il y avait plein de petites fermes. Grâce à des chemins boisés, avec plein de petites mares partout, des insectes, des papillons par milliers. On a du mal à s'imaginer ce que c'était autrefois la campagne, mais moi j'en ai le récit de mon père, en fait, qui m'en parle beaucoup depuis que je suis gamin. Et, les photos que j'ai pu voir, les vidéos, etc. de l'époque. Et c'est juste incroyable, on se rend même pas compte de tout ce qu'on a perdu en fait, et de tout ce qu'on pourrait retrouver en fait si on se réemparait de la question en fait des paysages et la préservation de l'écologie dans nos territoires en fait, et la préservation de la paysannerie du coup aussi dans nos territoires. Donc c'est vraiment important qu'on s'en empare. Et voilà, donc il n'y a pas de questions pour l'instant. Je sais pas si vous avez des questions, parce que je vois aucune question. J'espère que c'était un live qui vous a plu. J'espère que c'est pour ça que vous n'avez aucune question et que c'était clair et que vous avez aucune question par rapport à ça. N'hésitez pas à m'en faire des retours d'ailleurs sur le live là. Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que c'était clair? Est-ce que voilà, si vous en avez pensé, n'hésitez pas. C'est l'occasion après pour moi de voir si c'était chouette pour vous ou pas, et de voir où je pourrais m'améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire vos retours, c'est les bienvenus. Vos retours sont les bienvenus sur ce live. Pour l'instant, du coup, je vois aucune question, donc j'ai sûrement peut-être oublié des choses, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site web, parabocage.fr, à venir sur la ferme dès que vous avez l'occasion, pour justement voir la ferme, et puis à participer aux formations après Libre et Conscient que j'anime, notamment sur l'agroforesterie justement, où je parle de la question des haies. J'en ai une le 22 avril, si je ne me trompe pas. Voilà, la prochaine. Donc j'aborderai plus en détail tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui, justement. Et n'hésitez pas à partager autour de vous le live une fois qu'ils sont enregistrés pour sensibiliser sur la question des haies, qui est quand même important. Et voilà. Merci Dupen pour ton retour sur la positive. Merci. Et merci Solène aussi. Merci Christophe aussi. C'est sympa. Du coup, je pense à peu près tout dit. Je pense que, je sais pas s'il y a des retours là, des questions, mais vu qu'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va arrêter là ce live aujourd'hui. Et puis merci pour vos retours. Et puis à la prochaine pour le prochain live qui sera sûrement du coup sur l'impact des sécheresses canicules ces dernières années, et notamment la sécheresse canicule l'année dernière, et de l'impact aussi de l'explosion des prix de l'énergie, des amendements, des plans, des métaux, de tout ce qui peut nous servir en tant que paysans paysannes, qui est en fait en train de mettre en péril la petite paysannerie bio en France, quoi. Et je vous conseille à ce niveau-là, en attendant d'ailleurs de lire l'article poignant, c'est plus un recueil de témoignages d'agricultrices du 44 qui parlent de leurs difficultés dans le métier, en fait, dans leur métier de paysanne. Et c'est poignant, et ça vous montre à quel point en ce moment-là c'est vraiment un épisode très difficile pour pas mal de monde dans le milieu paysan. Et je pense qu'il y a pas mal de monde qui n'est pas encore vraiment au courant, quoi. Donc voilà. L'idée c'est visibiliser ça aussi, et je suis en train d'écrire aussi un petit article là-dessus, mais donc par un prochain live, je pense que ce sera l'occasion aussi de visibiliser sur cette question-là aussi. Voilà, au plaisir de vous retrouver, à bientôt, et puis bonne continuation à vous d'ici là, et au plaisir, à très vite du coup.